Le beauty privilège, ça n'aide pas. Et quand j'ai transitionné, en fait, on m'a aidé dans un premier temps à rentrer, me fondre un peu dans ces normes de beauté. Et là, du coup, tu passes de sale p à sale p. Quand j'ai transitionné, le premier truc que je me suis dit, c'est oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est horrible d'être une meuf en fait. C'est un discours qui est beaucoup plus dangereux qu'il n'y paraît. C'est déterminé selon le regard du male gaze et du patriarcat, ce qui est acceptable d'être perçu comme étant une femme. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Find Yourself Show. On est ravis de vous retrouver. Cette fois-ci, on va parler de beauté, de dictate de la beauté, de beauty privilege aussi, avec Claude Emmanuel. Donc, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Claude Emmanuel, je suis née dans les années 90 et je suis une artiste pluridisciplinaire. Je travaille surtout autour de l'image. J'ai fait les beaux-arts et après, en m'installant à Paris et en commençant ma transition, j'ai été repérée pour jouer dans des films. Je suis devenue mannequin. En ce moment, j'essaie de sortir de ce profil de mannequin, tout simplement pour m'orienter vers des choses où j'ai l'impression d'être moins objet et plus actrice de ce que je décide de faire à travers, par exemple, la fête, avec les DJing qui sont en train de bien marcher et en prenant de plus en plus la parole. Sur les réseaux sociaux, je suis, activiste pour le droit et les libertés des minorités de genre, pour, les personnes trans, dans une version, très intersectionnelle du féminisme, pour les luttes, décoloniales, Free Palestine, ainsi de suite. Tu peux m'expliquer un petit peu comment les normes de beauté dominantes, elles ont influencé déjà ta perception de toi-même? Quand on grandit, on réalise pas tout de suite que absolument tout est, construction sociale. On grandit pour correspondre à des attentes et les premières attentes qu'on a, c'est souvent celles du regard de nos parents et à travers celles de nos regards de nos parents, on a l'impression qu'il y a cette structure qu'on peut pas, détruire et défaillir et dont il faut, oppresser, répresser, mettre en arrière ce truc de vouloir être complètement en phase avec soi-même. Finalement, au fur et à mesure que l'on grandit et qu'on expérimente, des choses dont on prend conscience, comme le patriarcat, l'impérialisme ou le capitalisme, on se rend compte que absolument toutes les perceptions de notre existence, elles sont liées à ces constructions sociales et tout ce qu'il y a autour. Les normes dominantes, déjà, il faudrait savoir qu'est-ce que c'est, d'où elles sortent. Donc, dans un premier temps, les normes dominantes, elles sont dirigées par le patriarcat, c'est-à-dire que c'est une version édulcorée de la pensée qui est patriarcale, avec cette vision de la perception de c'est fait par, pour les hommes et que du coup, ce qui sort de cette classe sociale qui est le groupe homme, ça se met à leur disposition. Par exemple, la classe inverse, la classe des femmes ou alors des minorités de genre, on a l'impression que quand on grandit, on doit se mettre quelque part à la disposition de cette fameuse jante masculine, ce groupe dominant. Et c'est ça qui va venir un peu dresser un portrait de ce qui est acceptable et pas acceptable. Bien sûr, il y a beaucoup de politique à l'intérieur et ces normes dominantes, elles sont en prise du coup d'une certaine idéologie, une idéologie qui est affiliée à l'impérialisme, au capitalisme et au patriarcat, qui est donc du coup le fait d'oppresser en permanence d'autres identités. Et donc, comment on fait? On les police avec des normes. Rentrer dans des normes, ça permet de créer une mouvance qui est majoritaire, mais pas forcément ancrée dans la réalité. Dans les normes de beauté, les normes dominantes du coup de la beauté, on se retrouve en ce moment même, par exemple en 2025, on voit ce que c'est une beauté particulière adressée à la période politique où on appartient, avec la montée du fascisme, la fenêtre d'Overton qui se met très proche de l'extrême droite, les idées d'extrême droite qui sont complètement décomplexées, et donc on voit réapparaître ces profils de femmes cisgenres, blanches, plutôt blondes aux yeux bleus, qui sont fines, qui ne prennent pas d'espace, qui sourient mais qui ne parlent pas. Elles sont objets et elles sont juste utiles au patriarcat. Elles rentrent dans des normes qui sont associées à des choses répressives des années 50 et un peu d'avant-guerre, avec la traditionnelle housewife, le tradwifing et ainsi de suite. Et donc, elle doit rentrer dans ces codes-là. D'ailleurs, on le voit sur les réseaux sociaux, on se retrouve avec de nouveau des normes obsolètes qui sont en train de revenir, comme par exemple le skinny talk. C'est pour ça que j'adore parler avec toi parce que du coup, tu mets en place tu déroules toute une pensée et cetera et c'est très politique, mais j'ai vraiment envie de savoir comment ça t'a impacté toi, en fait, ces normes
normes de beauté-là? Sachant qu'en plus, tu as fait une transition, donc il y a tout un chemin, il y a tout un parcours, en fait. Je viens du sud, je viens de Perpignan. C'est vraiment une ville d'extrême droite. C'est une ville remplie de fascistes, c'est ultra machiste. Il y a vraiment la culture, machiste là-bas avec la culture de la chasse et de la pêche. C'était mon père, en fait. Un homme blanc, d'origine espagnole, très autoritaire dans sa façon de penser et qui se marie pourtant avec une femme noire issue de la colonisation, originaire de l'île de la Réunion. Et moi, j'arrive en plein milieu et je me pose déjà beaucoup de questions parce que, physiquement, je rentre pas dans les espaces dans lesquels je vis. À l'école, j'ai beau être light skin, on me dit que j'ai la couleur du caca. Dès l'enfance, on commence à réfléchir, à se dire, soit c'est nous qu'on est en dissociation avec, la majorité des gens, soit il y a des choses qui sont derrière qui nous amoindrissent. Je l'ai vraiment compris à partir du moment où, j'ai eu de grandes phases de TCA dans ma vie avant de comprendre que j'étais une personne trans et j'avais absorbé, en fait, le racisme, institutionnel, le racisme que en fait, on t'apprend en tant que personne racisée pour essayer de te fondre dans la population blanche, la transphobie et l'homophobie intériorisée parce que, en fait, tu caches cette identité, tu caches cette sexualité pour essayer de te sécuriser finalement et moi, tout ce fait de devoir cacher les choses, je me suis mise à me réfugier dans la nourriture. Je suis devenue très, très grosse. Je faisais 170 kilos de mon adolescence jusqu'à, au début de ma transition. Je me posais déjà beaucoup de questions, beaucoup de questions. Au moment où j'ai réussi à me dire que j'allais transitionner, malheureusement, ça s'est fait par une tentative de suicide, ce qui est pas grave parce que je suis encore là, mais peu importe. Déjà, là, on voit structurellement s'il y a un truc qui va pas. Et quand j'ai transitionné, en fait, on m'a aidé dans un premier temps à rentrer, me fondre un peu dans ces normes de beauté. Et une des premières choses que je voulais faire pour ma transition, c'était essayer de retrouver une santé physique. Une santé physique parce qu'en fait, mon corps, il n'était pas fait pour être habitué, dans mon cas, génétiquement, pour être gros, tout simplement. Ça me crée des vrais problèmes de santé. J'ai fait une intervention qui est désormais interdite en France, qui s'appelle le mini bypass. À ce moment-là, en l'espace de 6 mois, j'ai perdu 100 kilos. Donc déjà, c'est pas bien pour ton corps. Enfin, il y a toute la pression derrière où, on te demande d'être performant dans cette perte de poids, machin et tout. Mais surtout, c'était la première fois où sociologiquement, j'observais quelque chose dans la société de mon entourage et des gens avec qui je travaillais à l'époque, les espaces que je fréquentais. Le fait de perdre du poids a complètement changé le regard sur moi. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, il y avait vachement de structure, jusqu'à me retrouver à perdre des amitiés où, des gens me disaient: en fait, c'était bien quand tu étais grosse parce que tu étais effacée et moi je pouvais briller». Ça n'a fait qu'empirer quand j'ai commencé à prendre les hormones et où j'ai commencé tout doucement à rentrer dans les normes de beauté. Ça a été, la première expérience, c'est la rue. C'est la rue où quand tu marches dans la rue, tu te fais insulter, de sale gros p parce que tu as une attitude, représentée physiquement par une forme d'androgynie où on t'insulte de gros p. Puis du jour au lendemain, quand tu perds ce poids et que les hormones, elles commencent à marcher, tu passes à te faire siffler et à pas répondre aux avances. Et là, du coup, tu passes de sale p à sale p. C'est ça la structure, sociétale dans laquelle je me situe. C'est-à-dire que quoi que je fasse pour me sentir bien dans ma peau, Il y a je rien qui suis va, voilà, je suis jamais. toujours amoindrie de quelque part. Bon, principalement par le patriarcat et la jante masculine, dans le cadre d'une hétérosexualité, tu vois? Mais aussi par, la structure de comment on formule nos amitiés. Tu te rends compte qu'il y a des amitiés qu'en fait, elles sont obsolètes parce que, la personne, ce qui l'intéressait, c'est qu'elle puisse se conforter de son propre malheur en te voyant être désavantagée par la vie. À un moment donné, les structures et les normes font que, tu es plus visible dans la société, tu es forcément plus désirable. Franchement, je pense qu'il y a un truc que les meufs cis, elles se rendent pas compte, c'est que comme elles sont conditionnées depuis leur naissance à ces corporalités féminines, elles sont pas dans une première, analyse de se rendre compte de ce que c'est vraiment d'être une femme. Quand j'ai transitionné, le premier truc que je me suis dit, c'est: «Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est horrible d'être une meuf, en fait». Ah ouais. Vraiment, et puis même en transitionnant, je me suis rendu compte que, même si j'avais toujours eu cette apparence androgyne, par exemple sur ma mère, je lui avais déjà fait subir des comportements oppressifs, du patriarcat, dans l structurel, tu vois? Dans la charge mentale dans le foyer, machin et tout. Une fois que tu passes vraiment dans l Quelque part de l'autre côté. de l'autre côté, tu te rends compte que ça va t'arriver à toi aussi et qu'il va falloir essayer de trouver des biais pour, éviter d'y être confronté afin d'avoir une santé mentale qui soit correcte et que tu puisses t'en sortir, quoi. Mmh.
Tu l'as dit, tu fait une transition. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer rapidement ce qui s'est passé? À quel moment ça a été un déclic pour toi de te dire: «En fait, je vais transitionner»? J'ai des vagues souvenirs dans le sud, les mamans, elles baignent leurs enfants ensemble. Mmh. Genre, il y a la baignoire et il y a 3 ou 4 enfants qui sont dans la baignoire et elles font leur truc de daronne et pendant que nous, on est en train de prendre le bain et je me souviens comparer mon entrejambe avec les autres enfants dans le bain et déjà à ce moment-là, sortir du bain et dire à ma mère: «J'ai un problème à mon entrejambe», genre à 3 ans et ma mère qui me dit: «Mais non, il y a pas de problème, qu'est-ce que tu racontes?» Le fait d'être une personne cisgenre, c'était de se rendre compte à ce moment-là déjà très, très jeune qu'il y avait quelque chose qui était en dissonance. Donc je pense que ma première expérience de la transidentité, c'était à ce moment-là. Après, j'ai grandi et en fait, je me suis rendu compte très rapidement, principalement avec l'homophobie, que c'était s'ostratiser de penser de cette manière-là. Donc j'ai commencé à réprimer ces pensées de transition et même j'en suis arrivée à un point, où j'ai développé, de la transphobie. Parce qu'à la frontière espagnole, parce que je viens de Perpignan, à la frontière espagnole, il y a beaucoup, de TDS qui travaillent sur le bord de la route et parmi ces filles-là, il y avait forcément des filles trans et ce mot revenait souvent: «Ah ça c'est un trave, ça c'est pas un trave, machin compagnie». Moi, je réprimais ça. Puis j'ai grandi et on s'est rapprochés peu à peu de mes 25 ans et je me suis dit: «Bon, bah, c'est soit j'y arrive, soit, je me fous en l'air» et en fait, l'année où j'ai voulu commencer ma transition, j'ai pas réussi à passer les étapes pour pouvoir contacter un psy, pour pouvoir me rentrer dans un système d'administration qui m'aiderait à pouvoir transitionner, simplement. Donc le seul truc qui m'est arrivé, c'est que je me suis dit: «Beh, je rentre dans aucun, standard de beauté, je suis pas appréciée ou quoi que ce soit, j'ai jamais connu l'amour». Je pense que le mieux, c'est que je me supprime, ça fera du bien à tout le monde. Donc bah, j'essaie de me supprimer et je me réveille là-bas en HP pour qu'on me dise: «Mais c'est quoi votre problème?» et je leur dis: «Bah, je crois que je suis une femme» et là, ils sont en mode genre: «Bah, on va vous aider, on va voir si ça marche». Du coup, a eu tout un process où il y a eu un suivi psy, à l'époque, hein, parce que c'était en 2015 et donc cette transition, elle m'amène à, briser cet écran de verre et à me regarder moi-même et à me dire: «Bon, bah, je me sens finalement extrêmement bien» ou est-ce que j'atteins une certaine sérénité pour essayer de construire quelque chose à côté. Et en fait, cette transition, elle n'est pas dissociable physiquement, médicalement, chirurgicalement et de l'aspect vital de ce qu'il y a de politique autour. Mmh. Et finalement, bah, la politique, c'est la chose la plus importante parce que comment se projeter dans un avenir où on se sent bien si du jour au lendemain, il y a absolument tous tes droits qui disparaissent? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est, l'expectative de savoir ce qui se passe outre-Manche dans un parti de gauche qui oppresse du coup les corporalités féminines trans. Ça va pas arriver ici en 2027 et dans les discours, c'est déjà ce qui se passe. Les législatives, ça a mis un grand coup dans la communauté, surtout quand Macron, il a parlé des transitions de genre en disant que c'était ubuesque, le 3 mai, parce que c'était le 1er rassemblement qu'on avait fait quand il y avait la fameuse loi qui devait passer, proposée par le Sénat pour interdire les transitions de genre sur les enfants trans, qui était passée au Sénat et dont les législatifs ont empêché l'étude de projet de loi, à l'Assemblée nationale. Comme tu t'endettes et que tu, mets extrêmement beaucoup d'argent dans le fait de transitionner, tu pas de perspective où tu te projettes, où tu te dis: «Bon, ben, un jour, j'aimerais bien m'acheter un appartement ou avoir une voiture». Des trucs simples de la vie, en fait, que tu as l'impression qui étaient inaccessibles parce que à chaque fois, tu te promènes avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête et qui s'appelle finalement, bah, les targets politiques. Mmh. Maintenant que tu as transitionné, même pendant tout ce parcours-là, est-ce que justement la transition, elle a changé ton rapport à ton corps et aux attentes sociales aussi, finalement, sur le physique? Ça, je l'ai analysé quand j'ai fait un métier qui s'appelle le mannequinat. Avant que je fasse du mannequinat, j'étais extrêmement dysphorique. Donc la dysphorie de genre, c'est le fait de ne pas se percevoir, correctement dans le miroir quand on est une personne trans et donc de se voir, par exemple, quand on est une femme trans, vraiment très masculine par rapport à la réalité des choses et donc je complexais beaucoup sur beaucoup de choses, physiquement principalement et quand j'ai commencé le mannequinat, je me suis retrouvée avec des filles qui étaient toutes cis parce que j'étais
la seule meuf trans dans ce milieu-là à ce moment-là. Le board, In Between et Curve, c'était la première fois qu'en France, des agences, elles ouvraient leur panel de filles à des filles qui étaient pas uniquement mannequins qui faisaient du 34, mais qui étaient aussi des personnes qui avaient une taille de vêtements qui était, plus, conventionnelle, du 36, du 38, jusqu'aux curves qui font du 42 jusqu'à des très grandes tailles et donc moi, j'étais dans cette catégorie in between dans un board rempli d'autres meufs et en fait, quand tu te rends compte que les meufs cis aussi font du 42, que en fait, moi, j'avais le plus petit cou de toutes mes copines, les épaules les moins larges, ainsi de suite, tu te rends compte que tout ça, c'est vraiment, que des préjugés qui sont ancrés dans la société et que c'est un discours qui est beaucoup plus dangereux qu'il n'y paraît. C'est déterminé selon le regard du male gaze et du patriarcat, ce qui est acceptable d'être perçu comme étant une femme. Et donc, c'est là que moi, j'ai compris qu'il y avait des enjeux qui étaient importants, d'un point de vue, par exemple, du beauty privilège, d'un point de vue aussi des droits et des libertés des femmes. Parce que bah, il y avait ce truc de polissage et comment on sort de ce truc de polissage pour pas être forcément manipulé par ce regard masculin qui nous pèse en permanence. Quand on se pose la question de c'est quoi être une femme, donc ça, c'est-à-dire avoir des attributs physiques féminins, enfin pour, quand on demande aux gens, voilà, c'est quoi une femme? D'abord, ils vont donner des caractéristiques qui sont physiques. Comment on se sort de ce male gaze-là, alors que dans tous les cas, pour être perçu aujourd'hui comme une femme, il faut avoir des attributs féminins? Remettre les choses entre guillemets, «à la juste place» pour toi, pour que ça joue pas non plus sur ta santé mentale. Hem, je pense qu'il faut, paraître comme étant du danger, comme étant quelque chose qui est menaçant et qui peut déroger la place du patriarcat dans son essence même. Être à la fois ce qu'ils désirent le plus au monde, mais à la fois ce qu'ils ne peuvent vraiment pas avoir et toucher. Je pense que c'est un truc qui les touche en plein cœur, ne serait-ce que dans les trucs les plus, simples de la vie. Admettons une agression dans la rue. Tout à l'heure, quand j'étais en train de me rendre ici, il y a, un homme, qui s'approche de moi et qui, mime un bazooka et qui me fait pa 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 en me visant et je lui demande, il se rapproche de plus en plus de moi et je lui dis: «Mais, qu'est-ce que ça lui fait de me tirer dessus?» Et il me dit: «Mais parce que comme ça je t'ai» et donc moi je lui dis: «Et si je sors mon taser de mon sac et que je te tase, est-ce que tu mourras?» Et il a dit: «Non, c'est bon, je m'en vais». C'est juste des petits trucs de la vie quotidienne où c'est prendre un risque forcément en tant qu'individu minorisé, où tu réinstaures une notion de pouvoir en leur jouant à leur propre jeu. Donc il faut les utiliser en tant que corporalité féminine, que ce soit avec l'hyperféminité, que ce soit avec le beauty privilège quand on peut en avoir. Il faut poncer ces dynamiques au maximum pour pouvoir retourner le truc contre eux. C'est des choses auxquelles, enfin, qu'on vit, mais tu vois, sans les penser réellement et je trouve ça hyper éclairant du coup que tu vois, en tout cas que tu aies cette approche-là et que tu sois en mesure de l'expliciter, Dépasser cette peur d'être dans la confrontation, ça prend du temps et c'est pas donné à absolument, tous. Mais je pense que quand on est une personne trans, on n'a plus grand-chose à perdre dans la vie parce qu'on est déjà très amoindri. Donc un coup où perdre des droits, c'est presque pareil dans un sens, figuré, même si un coup c'est terrible, mais perdre un droit, c'est tout aussi terrible, en fait et je pense que c'est pour ça que passer dans l'action, ne pas être juste, dans l'inaction, être dans la confrontation, c'est restaurer quelque chose pour soi, c'est être dans une réparation, pour soi-même, en fait. Tu mannequin quand même toujours aujourd'hui, même si tu essaies Oui. de sortir de tout ça et donc du coup aujourd'hui, bah, clairement tu corresponds aux normes de beauté actuelles, tu es une belle femme. Est-ce que tu ressens malgré cette lecture-là et cetera, est-ce que, et tu as parlé aussi du fait que tu as eu des complexes aussi avant. Est-ce que tu as toujours des complexes et est-ce que tu ressens encore quand même une pression particulière à correspondre à cette notion de féminité, de ce que c'est être une femme, de ressembler à une femme et cetera? Est-ce que c'est des pressions que tu ressens toujours et comment tu vis avec si oui? Je pense qu'absolument toutes les corporalités féminines, elles sont pas en paix avec, cette notion de tous les jours quand on se lève, du fait qu'on vit dans une société patriarcale, on se remet toujours en question par rapport à notre féminité, par rapport au fait tout simplement à ce que c'est d'être une femme, par rapport à notre apparence physique, surtout dans le cadre où, la maison, c'est le seul safe place dans lequel on peut vraiment être soi-même. Quand on sort, on est obligé de performer pour pouvoir essayer de s'en sortir dans cette société. Tous les jours, je doute encore, mais il y a un truc qui s'assagit avec le temps. Mais je pense que c'est parce que aussi je prends de l'âge. Il y a des choses que je relativise avec le temps. Mais par exemple, dans ma relation actuelle, actuellement, je suis en couple avec une autre personne trans. Il y a des dissonances entre nos corps
où je ressens quand même encore de la dysphorie de genre, vis-à-vis de mon propre parcours, où je m'en veux, par exemple, de ne pas avoir pris rendez-vous plus tôt pour, faire telle intervention ou, surveiller extrêmement mon taux hormonal. Il y a une artiste incroyable qui s'appelle Rihanna qui a dit, «Fake it until you make it». Mmh. Alors ça fait un peu méritocratie comme ça, mais en vérité, quand tu es une personne vraiment minorisée, le fake it dans la société, c'est un truc qui te met, dans une position de force, là où quand tu rentres chez toi dans la sphère, de tes proches, tu peux vraiment relâcher la pression et juste, un bon coup pleurer, pas te sentir bien, avoir envie d'une tape dans le dos et ainsi de suite, quoi. Mais je pense que ça englobe pas simplement les personnes, trans, ça englobe vraiment toutes les corporalités féminines où il y a pas un seul jour, elles se lèvent le matin en se disant que, c'est le top du top. Non, C'est pas ça n'existe possible, pas. non, dans une société qui est régie par, le patriarcat, ça n'existe pas pour l'instant. Mmh. Pour l'instant, j'aime bien ton «pour l'instant». Mmh. J'aimerais revenir sur le beauty privilege. Mmh Ça, c'est mh. un sujet, dont on parle beaucoup, enfin, en tout cas, moi, j'en parle beaucoup en ce moment avec des copines parce que je comprends pas bien, en vrai, ce beauty privilege, de quoi on parle. C'est quoi l'échelle? À partir de quoi on juge? Le beauty privilège, ça n'aide pas. Contrairement à ce que les gens pensent: «Oui, tu as eu ça parce que beauty privilège et compagnie». Non, il y a une structure derrière qui est oppressante. C'est un écran de verre, encore, une fois, pour pouvoir mettre en rivalité les corporalités féminines entre elles. Mmh. Est-ce que nous avons une présidente progressiste à la tête de notre État? Non. Qui sont les 10 premières personnes, chefs d'entreprise, milliardaires dans le monde? Est-ce que ce sont des femmes qui sont de belles? Mmh. Non. En revanche, mes copines les plus belles, elles sont escortes. Quand on commence à redéfinir où se situent ces trucs de notion de privilège, on voit qu'en fait, elles ne servent qu'une partie de la population. Le beauty privilège, quand ça concerne les femmes, ça sert aux hommes qu'elles épousent. Mmh. Quand Trump se met à côté d'une Melania Trump, c'est pour dire: «Regardez, c'est mon trophée». Ça n'a pas d'utilité en soi pour elle. Elle est juste un objet et lui, il ressemble à rien du tout, à un furoncle de doigts de pied. Sa beauté et sa notion du pouvoir vient du fait qu'en fait, il a une Il a jolie ouais, il une possède une belle femme. il possède une belle femme. C'est vraiment le terme, il possède une belle femme. Donc quand les femmes, elles parlent de beauty privilège, il faut qu'elles se remettent en question en ce à quoi ça correspond. Le beauty privilège, dans certaines communautés, par exemple la communauté trans et principalement les femmes trans, c'est se mettre avant tout en sécurité. Rentrer dans les normes de beauté, c'est essayer d'avoir une vie stable pour pouvoir trouver du travail, Mmh. pour pouvoir s'introduire socialement, avoir une vie sociale, des amitiés, ainsi de suite et surtout pour pouvoir se sécuriser et économiser pour pouvoir transitionner. Mmh. Quand dans d'autres situations, par exemple, je vais prendre les rapports de domination aussi qui se passent par rapport au beauty privilège avec le cas Ebony. Ah ouais. Quand Ebony, elle se positionne sur les réseaux sociaux en disant: «En fait, vous pouvez pas m'écraser avec votre racisme parce que je sais ce que je mérite», c'est tout ce qu'ils détestent, en fait, Ah mais bien surtout sûr. le patriarcat et dans le rapport de domination, c'est mettre aussi en lumière un certain type de féminisme, celui où les femmes blanches, elles ont le droit d'opprimer les femmes noires. Non! Mmh. Donc, le beauty privilège pour moi, c'est pas un vrai hot topic. Le vrai hot topic, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce beauty privilège pour s'en sortir collectivement en tant que corporalité féminine? C'est pas, qu'est-ce qui avantage plus l'une que l'autre, en fait. Parce que s'il y en a une qui l'utilise, c'est avant tout pour se mettre en sécurité. Ouais, tu as totalement raison, mais je pense que cette vision collective-là, on l'a pas du tout encore, hein. Non, on l'a pas encore. Je pense qu'il y a des bouquins qui mériteraient d'être, révisés par rapport à ça, mais bon, ça correspond à plein de trucs, tu Oui, non, vois? mais comme tu dis, en fait, on est aussi dans une société où, politiquement parlant et il y a tellement de conditionnement et de domination. Enfin, tu vois, je pense que la lecture, elle est pas assez haute. La compréhension, en fait, de cette intersectionnalité n'est pas encore assez profonde. Elle est pas assez profonde et surtout, absolument toutes les, formes de discrimination, elles y sont liées. Quand on parle de racisme, on peut pas dissocier le racisme de la transphobie. Combien de femmes noires se font insulter d'hommes dans la rue alors qu'elles sont cisgenres? Mmh. Il y en a énormément et en fait, ça, c'est un truc qu'il faut prendre en considération parce que c'est un vrai discours de colon que d'associer les corporalités féminines noires à de la masculinité. C'est retrouver une forme d'oppression qui va se répercuter donc du coup sur la communauté la plus minoritaire, les personnes trans. C'est un débat qu'on doit avoir aussi au sein même du féminisme qui n'arrivera pas encore aujourd'hui malheureusement. Pour autant, il faut faire entendre sa voix au maximum et être en désaccord. Quand on dit: «Oui, mais il faut, prioriser des choses», non, l'intersectionnalité, c'est avancer,
tous ensemble avec des urgences, là où il y a des risques de perte de droits. Vaut mieux prévenir que guérir, en fait. Mmh. Qu'est-ce qui t'a permis justement toi d'avoir cette lecture-là, d'avoir cette compréhension-là? Est-ce qu'il y a des figures, des personnes qui t'ont permis de t'émanciper de toutes ces normes imposées? Là, c'est la partie, pas trop cool du talk. C'est les couteaux mis dans le dos par les corporalités féminines que je croyais ancrées dans des notions de féminisme, très engagées, qui m'ont fait réaliser qu'en fait, le girls girls, ça existe qu'à différentes échelles. C'était de double standard et que, ma mission à moi, en tant que personne vraiment intersectionnelle, non pas parce que j'ai envie de me définir comme ça, mais parce que c'est la réalité, voilà, c'est de leur rappeler, aussi leur place et que, tous les rapports de domination qu'elles m'ont fait subir, aujourd'hui, il faut qu'elles le payent. Pas forcément d'une façon punitive parce que moi, je suis pas pour, ce truc de punition, mais dans un truc de là où elles arrêtent d'être le main topic et que le topic, il, devienne plus collectif, plus sur la sauvegarde de tous, plutôt que, sur ce rapport de, il y a un violeur, il faut qu'on punisse ce violeur pour que toutes elles se sentent bien. Bah, en fait, une fois que le violeur, il est en prison, tu fais quoi? Ça t'a guéri, Est-ce que quand il va sortir, tu vas pas avoir des traumas bonding et compagnie de ce truc? Comment on fait autrement, dans le féminisme pour pouvoir créer de la réparation vis-à-vis de ça? Je dis pas forcément que j'ai des réponses, hein, mais en tout cas, je trouve que c'est pas l'angle d'attaque, qu'on devrait avoir, aujourd'hui. C'est justement se concentrer sur des sujets qui nous détournent de ce qui se passe en ce moment. L'IVG, les pertes de droits des femmes, le retour à une certaine forme de conservatisme, transphobie et le polissage des corps féminins pour, qu'ils soient utilisés à des fins, patriarcales et capitalistes, c'est-à-dire, faire des enfants. Là, je pense que c'est le pire truc qui peut arriver aux corporalités féminines, c'est qu'on les associe simplement à leur utérus Le fameux réarmement dont et on le parle. fameux réarmement. Pour revenir sur le sujet de la beauté, c'est quoi, pour toi aujourd'hui la beauté? La beauté, et ça va peut-être être bateau, pour moi, dans un premier temps, c'est rester vivante, physiquement et psychologiquement, en trouvant des biais, principalement autour des utopies révolutionnaires, pour pouvoir se construire en dehors de ces normes dictées, de cette ambivalence dans laquelle on est en train de jongler, pour pouvoir à la fois se protéger, mais essayer de se projeter dans une forme d'avenir, qui est en train de se produire petit peu par petit peu. On voit que tu as vécu beaucoup de trucs et beaucoup de trucs qui sont vraiment pas cool et aujourd'hui pour le coup, enfin, si on te voit juste comme ça se voit pas et tu l'air, enfin, tu rayonnante et tu non mais je le dis sincèrement, tu es rayonnante et tu apportes beaucoup de sagesse et de savoir dans tes propos. Est-ce qu'il y a quand même des moments encore aujourd'hui où et je pense notamment, tu vois, typiquement, je pense que tu vois quand même des femmes cis, qu'il y a des femmes cis aussi dans ton Oui, bien entourage. sûr. Comment ça se passe ces discussions-là justement sur ton vécu, sur ta transidentité, sur ta beauté? Est-ce que c'est des sujets qui sont compliqués à aborder aujourd'hui? Est-ce que c'est plutôt facile? C'est terrible, mais il faut faire un tri. C'est-à-dire que j'ai un entourage qui est très restreint et l'entourage qui est très restreint, c'est des personnes, si demain je tue un homme, elles seront là pour venir m'aider à le planquer, en fait, ce corps, tu vois? Et je pense que c'est un peu terrible comme idée et compagnie, mais c'est pour montrer à quel point j'ai confiance en ces personnes. Ce qui est encore plus prenant dans ça, c'est que, par exemple, quand ça concerne les meufs cis, c'est elles qui mettent le sujet sur la table, dans le sens où, elles sont indignées avant même que moi je sois indignée de la situation et ça me permet d'être en sécurité. Pour toi, du coup, aujourd'hui aussi, c'est quoi la sororité? La sororité, c'est encore un écran de fumée du féminisme blanc. Dans notre société en 2025, la sororité, ça n'englobe qu'un groupe. C'est-à-dire que c'est protéger les femmes blanches, une métaphore que j'aime bien utiliser. C'est-à-dire qu'on est toutes dans le même bateau. Mais à partir du moment où il y en a certaines qui sont au gouvernail et les autres, elles rament, est-ce que c'est vraiment de la sororité? Non, 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 non. Et c'est du devoir de celles qui se sentent pas dans un espace safe de leur dire: «Tu n'es pas ma sœur et ton féminisme, c'est pas du féminisme». Donc il faut le réintroduire ces notions-là. Quand on se retrouve en face de personnes qui disent: «Ah regarde, il y a un projet qui est sorti». Bah écoute, ton projet, il est éclaté au sol parce qu'il est pas assez intersectionnel. «Ah mais il faut arrêter de reprocher aux gens de mal faire des choses, machin et tout. Il faut qu'on se soutienne». Bah non, en fait, on soutient les projets qui sont justes. Si ton projet, il est moyen, bah, en fait, il est moyen. Genre, Mmh. c'est à toi de te remettre en question. Tu es issu d'une classe bourgeoise, tu as les contacts, l'accessibilité pour pouvoir faire quelque chose de très bien. Fais-le justement, fais pas, juste le chose qui t'arrange à toi, en fait. Mmh mh. Ça me touche beaucoup ce que tu dis sur ça parce que, tu vois, typiquement, enfin, nous, on dit qu'on est féministe intersectionnel et il y a des trucs qu'on fait pas bien encore, tu vois? Il y a des fois où j'oublie, par exemple, et ça, c'est un truc sur lequel je travaille, par exemple, sur la validité. Oui.
Ouais. tu Quand vois? tu es pas concerné, en fait, par une oppression, faut redoubler d'efforts pour l'avoir et ça veut pas dire qu'il faut pas le faire parce que Et c'est plus d'efforts. c'est ça, mais surtout, on se rend compte qu'il y a rien qui est fait pour, ces personnes-là. Comment on fait, par exemple, moi, dans mon travail quotidien, comment on fait pour faire la fête et introduire les personnes, qui sont dans une forme d'invalidité, qui sont pas valides autant est-ce que les espaces sont ne serait-ce qu'adaptés Non, pour mais c'est elles? ça, ils sont pas pensés, pas Non. adaptés, Du pas coup, comment faire sororité ou comment faire collectif si on peut pas les introduire correctement, au sein même de nos luttes, quoi? Donc c'est des trucs qu'il faut vraiment qu'on se saisisse maintenant ou alors il faut prendre de l'huile de coude et faire, de bric et de brac, absolument faire le maximum pour que, on pense à tous ces détails. dans la même vibe, on va dire. C'est quoi l'empowerment pour toi? Avant, j'étais fan de ce terme d'empowerment, surtout après MeToo. Mais est-ce que vous trouvez pas que le terme empowerment, ça fait un peu marketing startup nation? En soi, oui, mais ça veut pas dire qu'il y a pas une vraie notion derrière. Mais ça veut pas dire qu'il y a pas une vraie notion derrière. Mais pour moi, l'empowerment, c'est du pinkwashing. Cette notion de se servir d'un certain pouvoir qu'auraient les femmes pour pouvoir servir quelque chose, principalement le capitalisme. Comment est-il possible que l'empowerment, ce soit juste des slogans sur un t-shirt? Non, en fait, c'est des trucs auxquels on réfléchit pas parce que dans la symbolique, on a l'impression que c'est utile. Mais pour moi, derrière, il y a une vraie notion d'entrepreneuriat, d'extrême droite, qui s'affiche derrière la notion d'empowerment, de OK. la startup nation et ainsi de suite. Est-ce que c'est pas juste retrouver un pouvoir, sortir de ce truc, d'anglicisme et se retrouver face à son pouvoir? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en tant que corporalité féminine pour essayer de s'empouvoirer? Bah, pas grand-chose. Non, mais c'est vrai que là, quand tu le dis comme ça, effectivement, il y a vraiment une mouvance très marketing. Enfin, tu as un truc très, voilà, wow, girls power, machin, machin, machin. C'est comme ce fameux féminisme intersectionnel. C'est comme tous les termes, en fait, entre guillemets, qui ont vraiment des notions derrière, où il y a une vraie pensée derrière. On les market et donc, du coup, on les vide de leur sens. Mais si on revient à l'essence, il reste quand même des choses pour moi. En tout cas, nous, quand tu vois, moi, je pense à l'empowerment, il y a vraiment une dimension individuelle et collective qui reste, en fait, tu vois. Je suis d'accord, mais en fait, ces termes-là, ils évoluent dans le temps. En 2025, il faut faire des pétitions pour obtenir 1 million de signatures pour pas que les femmes, elles se retrouvent sans IVG en Europe. Est-ce que c'est ça l'empowerment? Devoir se rassembler tous les week-ends pour pouvoir lutter contre la montée du fascisme, c'est être dans une forme d'empowerment? Tous les jours se réveiller avec des faits divers où tous les 2 jours, il y a des femmes qui se font tuer par des hommes, est-ce que c'est de l'empowerment? Non. On Oui. est en 2025, on n'est pas en 2018 où on découvre ces termes et compagnie. On est dans une autre structure sociale. Comment les termes évoluent par rapport à l'époque où on vit? C'est un truc important. C'est cette notion sociologique qu'il faut qu'on se saisisse Oui. aussi collectivement. Donc je suis d'accord en disant que l'empowerment, c'est quelque chose qui est important, surtout pour toucher les jeunes générations qui débarquent, pour leur donner un texte, pour qu'elles trouvent, des mots pour pouvoir définir, cette notion de combativité ou de résilience, par exemple. Terme encore que j'aime pas, résilience, tu vois? Dans le fond, où est-ce que ça se place? Aujourd'hui, là, en 2025, pour nous, en tant que corporalité féminine, est-ce qu'on n'est pas plutôt dans une autre urgence que de se trouver dans un pouvoir? Est-ce qu'on n'est pas complètement dans, le trépas entre le ravin et les mottes de terre qui sont peu à peu en train de grappiller du terrain et où on va commencer à toutes tomber, une à l'intérieur? Donc l'empowerment, c'est quoi? C'est d'être capable que le 1 000 000 de signatures, soit fait en 1 heure. C'est être capable de faire front et de, ce 3 mai, ne pas être que des personnes trans contre la montée du fascisme et de la transphobie. Cette notion d'empowerment, c'est pas de l'individualisme. Si je me sens empouvoirée et qu'à côté de moi, il y a quelqu'un qui l'est pas, Non. c'est pas de l'empouvoirment. Non, mais pour moi, il y a 2 dimensions. Enfin, en tout cas, je Dis-moi. pense, ouais. Il y a une dimension individuelle parce que on dira ce qu'on voudra et les choses passent par ton individualité. Il faut que tu aies des vécus, des expériences, et Mmh mh. cetera, qui te permettent de comprendre, en fait, là, je suis victime d'un système qui fait qu'à mon échelle, déjà, le plafond de verre, il est très palpable, quoi, ou la chape de plomb est très palpable. Mais en fait, tu sors pas de ça s'il y a pas de dimension collective. Pour moi, ça va Ça va ensemble, forcément ensemble, c'est mais sûr. Il y a pas moyen autrement. souvent ça s'arrête à Et l'individualité. le problème, il est là. Et c'est pour ça que pour moi, l'empowerment, il existe toujours parce que je suis d'accord avec toi, c'est vrai, il y a une dimension très marketing, très on dénude de sens, et cetera et on met des trucs, ouais, machin. Mais si on revient à l'essence du truc, pour moi, j'y crois encore et je me dis, il y a vraiment cette dimension.
Effectivement, si ça s'arrête à l'individuel, on reproduit juste un système. Tu vas juste avoir certaines Exactement, petites têtes qui vont sortir et en fait le reste, tu vois, ça va être l'arbre qui va cacher la forêt, quoi. c'est Mais exactement ça. le but, c'est de pousser la notion individuelle vers du collectif, quoi, ou de pousser enfin, il y a forcément une corrélation entre les 2 pour moi et on peut pas lâcher le truc parce que sinon, Non, en fait, on n'y arrive pas. ça fait partie d'une pensée fasciste que de parler d'individualité. Donc souvent, cet empowerment, actuellement, dans la fenêtre d'Overton où on se situe, bah, personnellement, et quand j'en discute avec d'autres personnes, ça se rapproche d'idées fascistes d'individualité. Ouais, mais parce que ça s'arrête à l'individuel, mais le projet, il est pas là. Ben le projet n'est pas là. Regarde, on est entouré de différentes Oui, corporalités féminines dans un truc où c'est des femmes qui se bougent individuellement, mais dans la c'est collectivité, ç bénévolement pour pouvoir créer du contenu. Ça, c'est un vrai projet pour pouvoir parler d'empowerment. Mais est-ce que derrière, ça a autant de visibilité, autant de force que... mais non. voilà. Bah, non, Donc, mais parce que comment créer cette force, comment créer cette dynamique pour que des plus gros collectifs. voilà, des plus gros collectifs. Mais encore une fois, qui sont ces personnes qui détiennent les gros collectifs? Bah, ouais. C'est des personnes qui sont individualistes. Ouais. Mais il faut qu'on change ça, ça va se changer Mais avec oui, le on se temps. bat pour ça, on se Voilà. bat pour ça. Dernier petit mot pour de fin, en gros, pour toutes les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. On parle de collectif, c'est important à l'aube de 2027 et surtout de l'année prochaine. Déjà en 2026, on va voter pour nos maires RS. C'est important de faire collectif, mais pas simplement dans les milieux associatifs auprès de ses proches, même si on n'aime pas le tonton homophobe, tu vois, aux réunions de famille et compagnie. C'est le moment de glisser des messages. Subliminaux. Moi, ce que je fais depuis des années, c'est offrir des bouquins sociologiques à mon entourage et je trouve que ça, c'est une belle manière de pouvoir créer de la communication quand on n'a pas forcément les mots. Tout simplement de les inviter, moi, ça m'arrive souvent, par exemple, quand il y a des, dédicaces ou des lectures qui se font, d'y aller avec des personnes qui sont pas forcément aware de ça. C'est des trucs où il faut qu'on pense collectif en local pour pouvoir, se donner de la force, collectivement pour pouvoir préparer cette mouvance qui va arriver en 2027. Ne serait-ce que, par exemple, ici, connecter avec les gens de son immeuble, sonner à la porte, boire un café avec elles, leur proposer de se rendre dans les différentes corporalités associatives qu'il y a dans le quartier. Ça, c'est des choses qui font prendre conscience aux gens de l'importance de la justice sociale. Qu'en fait, les associations, qui sont dans le social ou par exemple la culture, c'est un truc qui sert à tout le monde et que ça fait partie du féminisme intersectionnel que de les préserver. Merci beaucoup, franchement, merci beaucoup Claude Ben Emmanuel c'est pour cette moi. discussion. Vraiment, je te remercie du fond du cœur. J'espère, que ça vous a plu, toutes et tous. On vous dit à très vite pour un prochain épisode et avant ça, n'oubliez pas de commenter pour continuer la discussion, de vous abonner et on vous dit à très vite pour un prochain épisode.